me permet peut-être de vous rappeler c'est quoi les objectifs de la rencontre. D'abord, on veut vous permettre d'interagir avec les études d'impact qui vont vous être présentées. On veut que vous puissiez enrichir ces études-là, que vous puissiez aussi les comprendre, mais en fait aussi peut-être permettre d'aller plus loin dans cette connaissance-là. On veut vous expliquer les démarches scientifiques qui sont faites par Valoris et avec ses consultants. On veut développer une compréhension commune des constats. Ça veut dire que tout le monde ici, on parte avec la bonne et la même information aussi. Ça, c'est un des objectifs qui est important. Et que de tout ça, il y a des recommandations qui sont là, que vous les compreniez, que vous nous disiez, non, il faudrait que vous alliez plus loin. Il faudrait que vous nous donniez d'autres éléments. En fait, vous êtes là pour alimenter en même temps. On veut voir les préoccupations, commentaires et suggestions des participants et d'en discuter. C'est ça l'objectif. C'est un gros défi qu'on se donne. Mais je pense qu'on l'a démontré la dernière fois. On a réussi à passer à travers tous ces grands défis-là. Aujourd'hui, en fait, on va passer à travers 3 blocs. Le premier bloc est les infrastructures et l'aménagement. Je pense que c'est un bloc qui va être important. Le deuxième bloc, c'est le traitement des eaux de lixifiation. Hey, j'ai de la misère à le dire. Lixifiation. Ça veut dire ce qui coule. Ah, c'est pas ça, hein? Aidez-moi, aidez-moi. Lixiviation. Lixiviation, OK? Et après, ça va être l'intégration au paysage. Dites-vous, là, que ce n'est pas moi qui vous présente ce contenu-là. On a des spécialistes qui vont vous le dire avec les mots comme il faut, mais on va espérer qu'ils nous donnent des mots qu'on comprenne, par contre, aussi, hein? Puis avec l'explication qu'on va vous donner. Donc, on va avoir donc un premier bloc, on va faire une pause. Premier bloc, on calcule 1h30. On fait une petite pause, et après ça, on repart avec les blocs 2 et 3, et on pense aussi, on va avoir à peu près moins d'1 heure de présentation, mais on aura le temps d'échange un peu plus d'avance. Ça fait qu'on va se retrouver avec, je pense, une journée assez bien remplie. Vous allez pouvoir nous donner pas mal, nous placoter pas mal ça. Je veux souligner la présence de M. le maire de Sherbrooke, M. Lucier, qui est là. Bien oui, je m'en venais là. Et président, M. le maire. Merci beaucoup Lucier. tout le monde d'être ici encore une fois. Il y a quelqu'un de nouveau aussi, alors merci encore une fois. C'est vraiment intéressant ce qu'on vous présente. Alors, la transparence qui sort, là, on va essayer d'aller jusqu'au bout par rapport à ça. Je voudrais remercier également plusieurs conseillers et conseillères d'être ici aussi, mais également M. Roy, vice-président de Valoris, et Mme Karine Godbout, aussi sur le CA de Valoris, mais également présidente du comité de l'environnement à la ville de Sherbrooke. Alors, je suis très fier qu'elle participe aussi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup tout le monde. Ça va être encore une belle présentation. Je devrais quitter un petit peu plus tôt, malheureusement, parce que je dois aller voir d'autres sites à l'extérieur du pays. Donc, je prenne l'avion tantôt. Du pays même? Oui. Dans l'Ontario, quoi? Non, je m'en vais Elle est très bonne. En mission économique à l'extérieur pour une semaine, mais j'en profite aussi pour aller voir des sites d'enfouissement ailleurs. Alors, comme j'avais fait au Nevada, je m'en vais en Europe, alors je vais aller voir d'autres sites là-bas aussi pour voir comment ça se passe. Alors, après avoir parlé avec eux, je peux vous dire qu'on est en très bonne main. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis au plaisir. N'hésitez pas à venir me voir, me poser des questions ici, si elle veut. Merci. Bien, merci beaucoup, puis bon voyage. Revenez avec des retombées. Oui, hein? OK. Donc, c'est le fun d'avoir ces gens-là qui sont avec nous en même temps. Maintenant, je vais vous présenter aussi les gens de Valoris qui sont ici. Il y a le valeureux directeur général par intérim, Denis Gélina, une vedette actuellement. Il y a également Jean-Jacques Caron, qui est ingénieur chargé de projet. Il y a Louis de Longchamp, qu'on connaît plus souvent, qu'on voit. Et il y a Janie Lessoma, qui va être aussi notre microphone mobile aujourd'hui, qui m'aide là, puisque quand vous aurez besoin de parler, on va toujours aller vous voir avec un microphone pour que tout le monde vous entende. Et en même temps, ça me permet de vous dire que vous avez remarqué que quelqu'un filme. On filme toute la rencontre. La première partie des présentations vont se retrouver sur le site de Valoris. Ça va vous donner de l'information. Mais la partie échange qu'on a ensemble, ça n'ira jamais au public. Ça, c'est juste pour les fins de secrétariat, pour être certain qu'on n'échappe pas à ce que vous nous avez dit, puis qu'on puisse leur cheminer avec ça. Donc, je pense que c'est important. On a aussi Laurie Barnabé-Francoeur, qui est technicienne en environnement. Mais ça, je l'ai vu. Oui, elle est en arrière avec une chaise dans les mains. Elle s'occupe de l'environnement du monde, qu'il soit bien assis. Et on va avoir nos experts.
Nos experts, c'est Tetra Tech, hein, particulièrement. C'est Annie Lefebvre, qui est chargée de projet en matière résiduelle, qui est juste là. Et Dominique Grenier, qui est directrice de marché aussi pour la même firme. Bonjour. Et il y aura de EXP Marc-André Brochu, qui est architecte paysagiste, qui va vous faire la présentation plus dans les blocs 2 et 3. Okay. C'est les gens qui sont ici en des ressources, et il y a toutes vous autres, bien entendu, que vous allez sortir d'ici avec un titre d'expert presque en même temps. Bien, voici où on en est rendu. C'est ça. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, je vous ai dit tantôt de se discipliner. Bien, on va essayer de le faire ensemble. Vous savez, il y a une qualité extraordinaire qui est recherchée chez les participants de rencontres comme ça. C'est l'esprit de synthèse. Et je vous invite à la développer. Et je sais qu'il y en a, puis on l'a vu, hein, il y en a qui ont des talents extraordinaires ici. Ce n'est pas la place. Et si des fois vous vous échappez, inquiétez-vous pas, je vais vous le rappeler. Je vais juste vous dire, je vous invite à conclure. Et ça peut être autant les gens qui vont répondre à des questions que des gens qui posent des questions ou qui émettent des commentaires. Hein? L'esprit de synthèse. On veut aussi que ça se passe dans le respect des individus et des contenus. On n'est pas obligé d'être en accord avec tout ce que le monde dit. Hein? On n'est pas ici pour chercher ça, d'ailleurs. Mais juste de le faire en respect des individus. Je pense que c'est un élément important. Et vous vous adressez à moi. Il faut bien que je me revalorise dans cette rencontre-là. Vous vous adressez à moi, puis moi, je me retournerai pour trouver qui est la meilleure personne pour répondre à vos différentes questions. Ça va? Pour l'instant, c'est tout ce que je vous donne comme règle. Mais si, à un moment donné, ça se complique, je suis capable de compliquer la vie. Inquiétez-vous pas. Ça vous convient? Oui. On s'embarque dans cette rencontre-là aujourd'hui? Correct? Louis, as-tu des choses à ajouter? Ça va? On est rendu à partir, hein? Je vous le disais, je suis le premier qu'il faudrait que... Habituellement, il y a des gens dans la salle, quand je suis trop long, qui me le disent. Hein, gênez-vous pas en même temps pour me le dire. C'est trop long? OK, correct, merci. Tu veux-tu parler, là? Oui. OK, parle. OK, c'est correct. Okay. Vous l'avez dit que son humour est légendaire. Donc, suivi des rencontres. Là, je suis reparti du départ de au mois de février jusqu'à aujourd'hui. Donc, les éléments qui seront abordés, entre autres, aujourd'hui, qui ont été nommés le 6 février, l'aspect visuel du projet. Donc, ceux qui étaient avec nous le 6 février se rappellent que l'aspect visuel du projet avait été mentionné fortement. Donc, on va en parler aujourd'hui, vous allez voir. On a une belle petite surprise pour vous. Traitement des eaux. Ça aussi, ça avait été amené. On voulait savoir comment on traitait les eaux sur le site de Valoris, donc on va en parler. Infrastructure en lien avec la gestion du biogaz. Ça avait été soulevé le 16 mars. On va en parler dans la confection des cellules. L'étude sur le biogaz sera présentée plus tard. Nos experts n'avaient pas terminé leur travail, donc la dispersion atmosphérique sera lors de la prochaine rencontre. On nous avait demandé de rendre disponibles les études géotechniques et hydrologiques. Donc, elles sont maintenant sur le site letvaloris.com. Donc, tous les documents de ces études-là sont là, autant dans la portion française qu'anglaise. Donc, si les gens veulent connaître le descriptif en anglais de qu'est-ce qu'il y a dans les études, c'est en anglais. Le 6 avril, ajouter le plan de mesure d'urgence sur le site Web. Donc, il est là. Donc, on l'a... mais je ne suis pas sûr que ça répond à ce qu'on nous avait demandé à l'époque. Donc, ça, on va en reparler parce que c'était le plan de mesure d'urgence de Valoris. Donc, s'il y a un incendie dans le building, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était plus ça, le plan qu'on a en ce moment. Ce n'était pas un plan relié aux infrastructures, aux cellules, là. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir en reparler. Ajouter les documents de la journée sur le site Web, ça a été fait. Calcul, compensation des milieux humides. Ça, il va y en être question lors du volet économique. Donc, quand on va parler d'économie, là, de tout le site et de tout ce qui se passe, là, il va y en être question. Gestion des risques d'étanchéité des cellules. Donc, le fond des cellules, c'est fait comment, puis qu'est-ce qui arrive s'il y a un trou. Bon, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui. Plan d'urgence environnementale, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Maintien de l'indépendance par une firme externe des prélèvements au moins 2 fois par année. On a fait des petites recherches là-dessus. Ces prélèvements-là, là, il y en a plusieurs qui sont faits, puis on va en reparler de ça.
Mais je veux juste vous souligner qu'il y a le comité de vigilance de Valoris qui voit les choses passer une fois par année. Et on a également un rapport annuel qu'on doit remettre au ministère de l'Environnement. Donc, c'est des endroits où on retrouve comment les prélèvements ont été faits et qu'est-ce qu'il y a dans ces prélèvements-là. Donc, durée du site. Donc, on va vous en parler aujourd'hui, de l'agrandissement comme tel, comment long ça peut être. On va vous en parler plus en termes de volume qu'en termes d'années, parce que c'est sûr que moins on a de déchets, plus longtemps le site va durer. Donc, on va le regarder vraiment là, du côté du volume, là, comment ça se remplit cette affaire-là, puis de quoi ça a l'air. Valoriser les biogaz. On a eu une bonne nouvelle dernièrement. On a eu le résultat pour notre étude de subvention pour valoriser les biogaz. Donc, ça va suivre son cours dans les prochaines semaines. C'est une très bonne nouvelle. S'il y a des fuites, comment la réparer? On va en parler de ça aujourd'hui. Également, plan B, si le ministère refuse la demande d'agrandissement, il va y en être question lors de la rencontre en juin. Et finalement, la conception des cellules. Les gens voulaient savoir comment c'est fait, entre autres. Pourquoi qu'on part du point bas vers le point haut? Donc, c'est une des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, de comment sont faites les cellules. Donc, ça, c'est les suivis en lien avec ce qui s'en vient aujourd'hui et dans nos prochaines rencontres. Ça vous va? Super. Bonne rencontre. Merci, Louis. J'oubliais, Monsieur le maire, est-ce que vous prenez l'avion à l'aéroport juste à côté? J'aimerais ça. Oui, hein? OK. Alors, on est rendu, je pense, à la présentation. Je vous invite, vous avez 1 heure de présentation. Et lorsqu'il vous restera 15 minutes, je vous le dirai. Vous allez me le dire? Oui. C'est parfait. Oui, j'en doute pas. Vous avez l'air d'être un petit peu convaincu et probablement convaincante. On le verra tantôt. Bien, on vous souhaite une bonne présentation et à vous aussi. Non, reste ici. Non, on va aller Bon matin tout le monde. Je m'appelle Annie Lefebvre. Et puis, moi, je suis à l'emploi de Tetra Tech depuis 13 ans. Dominique et moi, ma collègue, on travaille exclusivement. On est dans le groupe de matières résiduelles. Fait qu'on fait des sites, on fait la conception de sites d'enfouissement depuis, Dominique depuis 20 ans, et puis moi depuis 13 ans. Et puis, on a un groupe complet au bureau là, qui travaille dans les matières résiduelles depuis ce temps-là. Fait que sans plus tarder, nous, notre mandat à la Ville avec Valoris, c'était de présenter les infrastructures, de faire la conception des infrastructures du site, y compris le traitement du lixivia que Dominique va vous parler après. Fait que moi, je vais commencer ici par la mise en contexte réglementaire. Les lieux d'enfouissement technique, aujourd'hui, je sais qu'avec tous les efforts de valorisation de déchets, etc., on pourrait penser qu'on n'aurait plus besoin un jour, mais les lieux d'enfouissement technique vont toujours demeurer une nécessité parce qu'il va toujours y avoir une fraction non recyclable, un déchet ultime qu'on appelle, qui ne pourrait pas être recyclé par tous les projets qu'on pourrait avoir. L'objectif, justement, de la politique québécoise de la gestion de matières résiduelles est d'en venir à éliminer uniquement le déchet ultime. Alors, c'est le but, mais en attendant, on va toujours avoir des déchets à éliminer. Les exigences de conception des lieux d'enfouissement actuels, il faut savoir que comparativement à avant, assurent une bien meilleure protection de l'environnement. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est amélioré beaucoup depuis le passé. Les lieux d'enfouissement technique aujourd'hui, un avocat en droit de l'environnement avec qui on travaille nous disait que c'était les ouvrages les plus réglementés dans le domaine et les plus encadrés. Fait qu'au niveau de la protection de l'environnement, les sites d'enfouissement aujourd'hui, c'est vraiment des ouvrages qui sont très bien réglementés. Et je ne sais pas si vous en avez parlé dans les présentations précédentes, mais c'est le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles qui régit toutes les exigences là, pour les sites d'enfouissement. Ici, on a les... Bon, je voulais commencer avec des petites photos de sites d'enfouissement pour vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air à l'ultime, les infrastructures et les aménagements du LET de Valoris. Ça, c'est un site qui est à peu près, qui a les mêmes caractéristiques que celui de Valoris.
vous pouvez voir, là, je ne veux pas que mes échantillons ils tombent, là. Tiens, je vais les mettre ici. Ouais, tiens, voilà. Ici, je vais parler plus fort. Amène le microphone avec toi. Ah, OK, je peux faire ça? Ah, super. Faut que je le tire. OK. Bon. Ici, vous pouvez voir, c'est une cellule en exploitation. Fait que vous pouvez voir, là, on voit le recouvrement journalier dessus, puis on voit tout dans le coin, là-bas, on voit là, qu'il y a de l'enfouissement de déchets. Et à côté, ici, vous avez une cellule en construction. On voit toutes les géosynthétiques, parce que la nouvelle réglementation, la chose qui est la plus... le changement le plus important dans la nouvelle réglementation par rapport à l'ancienne, c'est que dans l'ancienne réglementation, on construisait des sites d'enfouissement directement sur les sols. Alors, l'eau de pluie pouvait passer à travers les déchets, allait dans les sols, et on se fiait à ce moment-là sur les pouvoirs de nettoyage des sols pour traiter les eaux, le jus de poubelle là, qu'on appelle, qui passe à travers les déchets. La nouvelle réglementation, le grand point principal, c'est qu'on met un système imperméable dans le fond des cellules. Comme ça, les eaux ne peuvent pas se rendre dans le sol, sont captées par les membranes. Et puis là, on peut prendre toutes les eaux contaminées de lexivia et les envoyer vers un système de traitement. Alors, la chose aussi que je veux mentionner par rapport à cette photo-là, c'est que ce site-là, un jour, il va avoir 10 cellules. Vous voyez, il y en a juste une en exploitation, puis il y en a une de construite. Et là, vous pouvez voir que le déboisement, naturellement, les sites d'enfouissement vont déboiser les cellules juste au moment où est-ce qu'ils veulent construire une cellule. Le reste du temps, tout le site va rester... les arbres vont rester là, toute la végétation, parce que ce site-là va être un jour 5 fois plus grand que ce que vous voyez là. Puis à l'autre bout, là-bas, bien, vous voyez un bassin d'accumulation pour les eaux de lixiviation. Fait que je pense qu'il y a une autre photo d'un autre site. Fait que ça, c'est la même chose. C'est des cellules en exploitation de déchets à côté d'une construction de cellules. Bon, je vais aller me remettre là-bas. Je vais continuer un petit peu avec la mise en contexte réglementaire parce que le règlement, le REIMR, le règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, c'est vraiment la Bible pour ceux comme nous qui font la conception d'ouvrages dans des lieux d'enfouissement technique. Le REIMR, il traite de 5 aspects. C'est lui qui nous dit que le site de Valoris, tous les sites au Québec sont obligés de respecter toutes les exigences du REIMR. Bon, les premières choses qu'il traite, c'est les dispositions générales, c'est-à-dire qu'est-ce que l'exploitant est obligé, qu'il n'a pas le droit de prendre dans un site d'enfouissement, qu'est-ce qu'il peut prendre. C'est plein de règles, surtout pour les exploitants. Le deuxième point, c'est la localisation et l'aménagement des systèmes. Aujourd'hui, on va vous parler d'aménagement des systèmes. Le règlement comporte plein d'exigences de comment on doit construire une cellule d'enfouissement, un système de traitement de lixivia pour que ça soit conforme puis que ça protège l'environnement. La localisation, ça nous dit, le règlement dit où est-ce qu'on a le droit de construire un site d'enfouissement. Par exemple, il faut que ça soit situé à plus qu'1 kilomètre d'une prise d'eau. Alors, ça, je pense que vous avez vu ça à une autre présentation, là, fait qu'aujourd'hui, on ne traite pas de ça. On assume que le site est un endroit qu'il a le droit d'être. Ensuite, il y a tout l'aspect de l'exploitation, le suivi environnemental. Ça, c'est des sujets, l'exploitant est obligé là, de respecter des exigences au niveau de comment enfouir ses déchets, les recouvrir à tous les jours. Il est obligé d'installer des points de contrôle de suivi d'eau souterraine, de dispersion du biogaz. Ça va être traité dans le prochain atelier par un des collègues de moi et Dominique, William Ratteau. Le règlement traite aussi de la fermeture, comment on doit fermer un site d'enfouissement. Et finalement, un autre sujet qui va être discuté à la prochaine rencontre, c'est que le règlement traite de la gestion post-fermeture. C'est qu'une fois que le site est plein de déchets, qui est fermé, la Valoris doit continuer à gérer son site et à mettre les sous de côté pour être capable de gérer le site et de faire continuer le suivi environnemental. Fait que toute la gestion qu'on fait après la fermeture du site, ça va être traité la semaine prochaine. Comme je vous ai dit un peu en introduction, là, nous, on a un groupe que ça fait 13 années qu'on travaille avec ce nouveau règlement-là.
Donc, on a fait beaucoup de conceptions de sites d'enfouissement avec les nouvelles exigences du règlement. Et même avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il faut aller au-delà de ce que le règlement demande là, pour plein de raisons techniques et environnementales. Fait que c'est ça qui est arrivé pour certaines décisions qu'on a prises pour le LET de Valoris. Ceux-là, aujourd'hui, vous allez voir, je vais faire certains liens avec les articles du règlement qu'on est obligé de respecter. Mais bon, on ne veut pas aller en détail dans chacun des articles du règlement parce que vous vous endormiriez toutes. Mais on a mis, pour ceux qui sont plus intéressés, le lien vers le REIMR. Fait que s'il y en a qui veulent aller le voir, là, on ne le regardera pas aujourd'hui. Et le ministère a même fait, parce que lire les articles de règlement, c'est assez fastidieux, le ministère a fait un guide d'interprétation. Alors, vous pouvez aller dans le guide d'interprétation, puis là, ça l'explique dans des mots un peu plus faciles, les articles de règlement. Alors, on peut continuer. Concernant l'aménagement, parce que moi, je vais vous parler de l'aménagement des cellules, je vais vous parler de l'aménagement des systèmes de captage de lixivia dans le fond des cellules, puis je vais vous parler de l'aménagement des systèmes de captage de biogaz et de destruction du biogaz. Ça, c'est les articles ici qui ont rapport dans le règlement avec la partie que moi, je vous présente ce matin. L'intégration paysage, il y a Marc-André ici de XP qui va en parler après. Ça aussi, c'est couvert dans le règlement. La première chose dont, quand on s'est fait donner l'espace qui restait au site de Valoris pour faire un agrandissement de lieu d'enfouissement technique, la première chose qu'il faut faire, nous, c'est de garder une zone tampon. La zone tampon, c'est par rapport aux limites de propriété de Valoris. Cette zone-là, elle sert à... On n'a pas le droit de mettre de cellules d'enfouissement ou de traitement de lixivia là-dedans parce qu'il faut être capable, si advenant un problème environnemental, une cellule qui fuit ou quelque chose, il faut que Valoris soit capable d'aller mettre des ouvrages pour aller traiter ces eaux-là, par exemple. Là. Alors, on a gardé, là, vous allez le voir sur nos plans, là, je ne sais pas, Louis, s'il y a un plan. Non, pas tout de suite. OK. Bon, on va le montrer tantôt quand je vais regarder les plans. On va les regarder. Je vais vous montrer la zone tampon. L'autre chose qu'il a fallu qu'on tienne compte dans la conception du site de Valoris, c'est qu'il faut tenir compte du niveau de la nappe phréatique. Ça, je pense que vous l'avez vu, l'étude hydrogéologique, c'est qu'on ne peut pas construire des cellules d'enfouissement dans une nappe phréatique. Il faut que notre fond des cellules soit situé au-dessus de la nappe. Fait que ça, c'est un autre critère de conception qu'on a tenu compte. Vous le voyez sur nos plans dans les coupes, on voit toute la nappe phréatique, puis nous, on est au-dessus de ça. L'autre chose importante, c'est que si le site de Valoris était situé sur un terrain naturel qui était en argile, puis qu'il y en avait au moins 6 mètres de profond, le site de Valoris n'aurait pas besoin de mettre des géosynthétiques, des membranes là, imperméables, parce que l'argile sert comme imperméabilité, mais ce n'est pas le cas. À Valoris, on n'est pas sur des terrains d'argile. Est-ce que j'ai parlé de ça? Oui. Le système de captage de lixivia, ça aussi, le règlement en parle. Dans le fond des cellules, il faut mettre des drains, il faut mettre de la pierre pour capter l'eau. Et puis, après ça, il y a le recouvrement final. Quand on fait une masse de déchets, étant donné qu'à Valoris, la nappe phréatique est assez élevée, on ne peut pas creuser pour faire les cellules d'enfouissement, donc on est obligé d'aller en hauteur. On est obligé de monter les déchets, étant donné qu'on ne peut pas aller dans le sol. Alors là, il y a des choses à respecter dans le règlement. Il faut avoir des pentes, des talus et du chapeau du LET. Alors ça aussi, ça a été considéré dans notre conception. Ça va vous expliquer un peu Ah, vous avez d'autres images aussi? OK. Ici, on voit, là, on va passer à travers, étant donné qu'on sait là, que Valoris n'est pas sur un terrain naturel qui a de l'argile. Là, on voit la nappe phréatique là, au souterrain qui apparaît. Là, après ça, on a notre terrain. La première chose, en fait, c'est un système. Quand on n'a pas d'argile sur un site, il faut mettre un système à double niveau de protection d'étanchéité. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais en fait, c'est triple protection parce que la première chose qu'on met, c'est une natte bentonitique. C'est 2 géotextiles avec de la bentonite entre les deux. Puis ça assure une imperméabilité. Après ça, on met... Oui, tu l'as là, ouais. Après ça, on met la géomembrane inférieure. La géomembrane inférieure, c'est... il y en a on peut peut-être passer les échantillons, là, s'il y en a qui veulent... ça, c'est des nattes bentonitiques. Puis on a le petit...
Ici, là, celui-là ici, qui est dans un plastique, c'est tout le sandwich de géosynthétique qui est installé dans le fond d'une cellule pour la rendre imperméable. Fait que je vais commencer à les passer. Alors, on a une géomembrane inférieure. Les géomembranes, c'est ce que Dominique ici elle a dans les mains, c'est du polyéthylène. Après ça, on a un géofilet de drainage qui peut drainer les eaux entre les deux géomembranes. Après ça, on a un autre on a deux, on a plus de géofilets, mais ça, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Après ça, on a une autre géomembrane. Une autre géomembrane, la géomembrane supérieure. Et ensuite, sur la géomembrane supérieure, on a un géotextile de protection. C'est une espèce de gros tissu épais qui vient protéger nos membranes parce qu'on va aller mettre de la pierre de drainage là-dessus. Là, on met nos drains de lixivia, vous voyez la conduite. On met notre couche de drainage de pierre. Ensuite, on met nos matières résiduelles, nos déchets. Et là, pour faire le recouvrement final, on doit mettre une couche de drainage. Après ça, on met une membrane. On met une couche de protection de sol, de terre végétale, de gazon. Et puis ça, c'est la réglementation pour un site comme Valoris qui n'est pas dans un dépôt d'argile. Alors ça, c'est ce qui va être construit chez Valoris. Pour le site de Valoris en particulier, nous, il faut qu'on respecte le règlement, mais on a aussi des contraintes et des paramètres de conception qu'on doit tenir compte. Tous les sites ne sont pas pareils, naturellement. Celui de Valoris, nous, on a pris l'espace qui était disponible sur les terrains de Valoris et on a fait une conception, on a fait un fond qui était au-dessus de la nappe phréatique. Après ça, on a monté une masse de déchets avec les pentes réglementaires et même un peu plus. Là, on a pris des pentes plus élevées sur le chapeau pour s'assurer que le drainage se ferait bien dans le temps. On est allé au-delà du règlement. Et on a développé notre empreinte au sol avec ces pentes-là. On a développé les cellules sur 29 hectares environ. Vous allez le voir sur le... le plan, il est là. Justement, vous l'avez à côté. Je vais prendre le micro, là, je pense. Je ne sais pas si les gens ont déjà été au LET de Valoris. Ça. Vous rentrez par ici. Ça, c'est le vieux lieu d'enfouissement sanitaire qui a été construit selon l'ancienne réglementation. Pas de système d'étanchéité. Celui-là, c'est le nouveau LET qui est en opération depuis 2009 puis qui arrive à sa fin de vie. Puis ça, c'est l'espace qu'on a utilisé pour l'agrandissement en haut. Vous voyez ici la zone tampon en gris que je vous parlais, qu'il faut garder sans enfouissement de déchets, sans rien pour être capable d'intervenir puis faire des mesures de contingence au besoin. Ça, c'est un endroit qu'on aurait pu prendre, mais techniquement et économiquement, ce n'était pas viable de faire une autre cellule là. Fait qu'on s'est concentré sur la partie en haut. Alors, on peut passer. Je pense qu'il y avait un autre plan. Oh, non. OK. Recule. OK, merci. Comme je vous ai dit, Valoris, la nappe phréatique est très près du sol. Là, ça varie de 30 cm, quasiment au niveau du sol, jusqu'à 5,5 mètres de profond. Le terrain n'est pas en argile, donc ce n'est pas imperméable. Valoris nous a mentionné qu'au maximum, un jour, peut-être qu'il pourrait enfouir jusqu'à 99 500 tonnes par année de déchets. Je pense qu'en ce moment, c'est beaucoup moins que ça. On a considéré, nous, une densité après compaction de 1 tonne par mètre cube. Et puis, quand on a fait notre masse de déchets avec les pentes réglementaires et même mieux, on est arrivé à une hauteur moyenne de matière résiduelle sur l'ensemble d'environ 18 mètres. Le site va culminer à 194,1 mètres géodésiques. Et ça, Marc-André va vous en parler tantôt dans l'intégration au paysage. L'autre chose qu'on a considéré pour le développement des cellules, parce qu'il faut décider combien de cellules on fait, quelle grandeur, etc., on savait qu'on avait besoin d'environ 80 mètres de largeur minimum pour que les camions de vidange puissent circuler sur les matières résiduelles puis que le compacteur puisse faire son travail de bien compacter puis d'augmenter la durée de vie du site. Après ça, la prochaine. Alors, l'agrandissement, il va compter, le LET existant, ça termine à la cellule 6. Et puis, l'agrandissement, on a décidé de continuer la numérotation des cellules à 7. Alors, il va y avoir 10 cellules, de la cellule 7 à la cellule 16. Je vous ai mis approximativement les années de construction de chacune des cellules pour l'agrandissement.
On a mis aussi, ça c'est comme on expliquait tantôt, Jean-Jacques ou Louis, ça va dépendre de combien de déchets sont enfouis. Le moins qu'on enfouit de déchets, plus le site va durer longtemps, puis les constructions vont être repoussées dans le temps. Mais plus on met de déchets, plus... ces années-là sont faites avec la quantité maximum de 99 500 tonnes par année. Fait que très probablement que ça va durer plus longtemps que ça. Tu peux retourner encore, Louis, s'il te plaît. L'empreinte au sol, ça, c'est la superficie de chacune des cellules. On a le volume total que ça donne. Ça va être un agrandissement de 5,34 millions de mètres cubes de déchets. Puis, on a la durée de vie de chacune des cellules à 99 500 tonnes par année. Donc, si c'est moins, ils vont durer plus longtemps. Là, on a déterminé, ici, vous avez les cellules. Je pense que le plan d'avant, on les voyait peut-être mieux. Ici, vous les avez, les cellules. Là, vous voyez, on commence ici à droite et puis on s'en va comme ça, vers la gauche sur le plan. Vous voyez, il y a une ligne de délimitation. C'est que, étant donné que... Oui, c'est ça, la ligne. Dominique est plus grande que moi. Étant donné qu'on ne veut pas construire des cellules, idéalement, quand on fait un développement, un séquençage de cellules comme ça, on ne veut pas construire une cellule à toutes les années, mais on ne veut pas non plus les construire à tous les 7-8 ans parce que c'est d'investir trop tôt d'avance. On s'arrange pour qu'une cellule dure environ 3, 4, 5 ans. Après ça, on en construise une autre. Fait qu'on a mis une séparation, on a présenté ça dans l'étude technique pour que le ministère approuve que si toutefois on enfouissait moins de déchets, vous voyez les années, la durée de vie de chacune des cellules, on pourrait construire juste la moitié, les 2/3 de la cellule en superficie qui donne à peu près la moitié du volume. Fait que comme ça, on pourrait splitter chacune des cellules en 2. L'autre avantage de ça, c'est qu'on génère moins d'eau contaminée. Si on ouvre toute la cellule au complet, ça se trouve être toute de l'eau de pluie qui tombe sur des cellules puis que c'est de l'eau contaminée à traiter, tandis qu'en réduisant les superficies ouvertes, ça réduit le lixiviat. OK, on peut continuer. Vous avez eu la question lors d'une assemblée précédente, pourquoi commencer le site au point bas? Parce que nous, on a commencé, je ne sais pas, on n'a pas la coupe, hein? Je n'ai pas mis la coupe là-dessus. La coupe est là-bas, vous la voyez là, sur le plan. Ah, elle est ici. On peut la regarder ici. Ça, c'est une coupe. On peut retourner sur le plan d'avant juste pour montrer aux gens. C'est une coupe là, qui passe ici à travers toutes les nouvelles cellules. Fait que si on regarde la coupe, on voit la ligne bleue, c'est la nappe phréatique. Fait qu'on a notre fond qui est situé, ouais, c'est ça. Et puis, la première cellule, on l'a construit là-bas au point bas. Il y a plusieurs raisons pourquoi on a fait ça. Il y a plusieurs éléments à considérer quand on décide de construire la première cellule. On essaye, là on peut retourner sur l'autre plan, Louis. Ouais, OK. On essaye étant donné que vous avez vu sur la coupe que tout le site se draine naturellement vers la droite, pour être capable de profiter de la gravité, pour être capable d'envoyer toutes nos eaux de lixiviation naturellement par gravité au lieu d'avoir des systèmes de pompage. Il allait de soi qu'on allait mettre nos collègues de lixivia dans ce secteur-là. Alors et là, commencer par le point bas, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'être à côté de ces infrastructures-là. Sinon, si on commence par le point haut, ça veut dire que Valoris... Ah, c'est bien ça. Merci. Ça veut dire que Valoris devrait construire toutes les infrastructures alentour du site pour se rendre jusqu'à l'autre bout. Fait qu'en commençant à côté, on est juste à côté de nos regards de lixivia puis notre station de pompage qui va acheminer nos lixivia. Et où la petite ligne? OK, il faut que je pèse dessus. OK, de même. OK. Fait qu'ici, on se retrouve que nos lixivia vont sortir ici puis s'en aller se faire pomper vers la station de traitement. L'autre chose que ça fait, c'est que vous voyez ici dans les cellules, là, ça c'est la cellule 7, 8, 9, 10, jusqu'à 16, on a des drains de lixivia ici qui drainent encore le terrain naturel, nous permettent de drainer ici vers en haut tous les drains de lixivia et ils sont raccordés à une conduite collectrice, c'est des drains perforés dans de la pierre, ils sont collectés à une collectrice ici et si on avait fait notre première cellule en haut, ça aurait voulu dire que notre collectrice, il aurait fallu qu'elle soit à l'extérieur des zones d'enfouissement parce qu'on ne peut pas toutes construire les cellules d'un coup sec. Et là, à chaque fois qu'on aurait eu des drains de lixivia comme ça, il aurait fallu percer nos géomembranes
pour aller au collecteur, ce qui n'est pas souhaitable là, de percer les membranes à plusieurs endroits. Fait que l'emplacement des installations existantes, la topographie du terrain naturel, la proximité de ce qui existe, minimiser les infrastructures à construire lors de la première année. Et puis, ça nous a dicté là, d'aller construire la première cellule au point bas de l'agrandissement. C'est pas mal pour ces raisons-là qu'on a choisi, que ça dictait un peu la décision. Je vous ai expliqué que le site de Valoris n'était pas situé sur de l'argile, donc on doit pour ça installer un système à double protection d'étanchéité. Ça, c'est les échantillons qu'on est en train de vous passer. Alors là, on peut voir ici sur le dessin, là, c'est nos détails d'ingénierie là, pour ceux que ça intéresse. Mais on voit ici, ça c'est le terrain naturel. Et là, on voit toutes les couches, là, le géocomposite bentonitique, la géomembrane. Après ça, entre les deux géomembranes, on a un géofilet, un autre géomembrane, un géotextile, puis après ça, on a une couche drainante avec des drains. Tantôt, j'ai vu qu'il y avait une question concernant qu'est-ce qui arrive s'il y a un trou dans les membranes. Bien, le règlement prévoit, puis nous, on a fait ça comme ça naturellement chez Valoris. Si la première membrane elle devenait être percée à certains endroits, il y a un autre système. Le géofilet viendrait, lui, capter les eaux entre les deux membranes. Fait qu'on a une autre membrane en dessous qui protège. Puis comme vous voyez, c'est assez épais là, quand même, les géomembranes. Puis le ministère, le règlement exige que pour chacun des deux systèmes de captage, notre captage primaire, qui est les conduites dans la pierre, et notre géofilet, ça s'en va vers des conduites collectrices qui, elles, s'en vont vers des regards. Puis on est capable de, dans les regards, mesurer la quantité d'eau, que ce soit du système au-dessus de la première membrane ou du système entre les deux membranes. Fait qu'un exploitant voit qu'il commence à avoir de l'eau entre les deux membranes, c'est sûr que ça peut être un signe qu'il y a eu des trous dans la première membrane. Mais je vous dirais, nous, ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on n'a jamais vu de sites qui ont eu des problèmes, parce que vous allez voir à la fin de la présentation, il y a tout un volet assurance qualité que les sites d'enfouissement sont obligés de respecter quand ils construisent des cellules, parce que les trous dans les membranes, ça arrive surtout durant la construction. Ça arrive rarement après, parce qu'on a un bon géotextile. Après, on a mis notre pierre, puis les déchets sont 500 mm plus haut. Fait que ça arrive dans la construction, mais quand on fait une bonne assurance qualité en construction, des trous de membrane, dans les membranes, ça n'arrive pas. Les débits sont très minimes là, entre les deux géomembranes. Et finalement, on a un dernier niveau de protection, c'est la natte bentonitique. Elle, ça se fait percer, la bentonite, elle va s'humidifier, puis elle va venir sceller le trou finalement. Alors ça, c'est un troisième niveau de protection. Puis s'il advenait que toutes les membranes, mettons, seraient percées, là, ce qu'on n'a pas vu encore, bien là, on le verrait dans les puits d'observation d'eau souterraine. On verrait des contaminants qui sont reliés au lixivia dans les puits, et là, bien, Valoris pourrait avoir une idée qu'il y a peut-être un problème avec le système d'imperméabilisation, puis de faire des mesures de contingence à l'extérieur. Mais ça, on n'a jamais vu ça, nous, encore à date. Là, on peut continuer. Fait que ça l'explique tout. Je n'irai pas en détail. Ça l'explique tout le système d'imperméabilisation. Vous avez des échantillons. Ça, c'est une belle photo que Louis avait trouvée. Ça, c'est le détail de chacun des géosynthétiques, s'il y en a que ça intéresse. Qu'est-ce que ça sert, les géomembranes, les géotextiles, les géofilets, puis les géocomposites bentonitiques. Fait que c'est vraiment tout un domaine. Là, vous avez des photos de sites d'enfouissement en construction. Celui-là, une cellule en construction. Ça, c'est les membranes, je pense, ici. Et ça, c'est du géofilet, là, des géofilets, les grilles pour récupérer les eaux du deuxième niveau. Puis ça, ici, c'est une cellule en exploitation à côté. Ça, vous voyez le fond du terrain qui est aménagé. Ça aussi, c'est un terrain là, comme Valoris qui n'est pas en argile. Ici, vous voyez la natte bentonitique, le premier niveau d'imperméabilisation, puis vous voyez la première membrane noire. Une fois qu'on a mis notre système d'imperméabilisation dans le fond de la cellule, il faut être capable de capter notre eau de pluie qui va passer à travers les déchets, qui va être contaminée. C'est notre système de captage primaire et secondaire de détection de fuite des lixivia. Ça, c'est un de nos dessins techniques ici. Là. Ça
Ça montre le système, toutes les géomembranes, la couche de drainage de 500 mm qui est dans le fond des cellules, puis les drains de lixivia. Puis le géofilet ici entre les deux membranes là, qui peut capter s'il y a des fuites de lixivia entre les deux membranes. Étant donné qu'une image vaut 1000 mots, c'est mieux des photos. Là, vous voyez bien le géotextile ici gris sur la photo de protection. C'est un gros tissu épais qui protège les membranes. Et là, vous avez des conduites. C'est des drains de lixivia avec des accès de nettoyage parce que s'ils bouchent, on va être capable de les nettoyer puis être capable de toujours utiliser notre système de drainage. Là, vous voyez ici, ils sont en train d'installer la pierre concassée par-dessus les drains. La dernière chose qu'on doit considérer quand on fait un calcul, quand on fait un design de fond de cellule, c'est combien de drains je dois mettre. Le règlement, ce qu'il prévoit, c'est le règlement, le but de ces articles-là, l'article 27, etc., c'est qu'ils veulent, le ministère, et avec raison, ne veulent pas que le lixivia puisse s'accumuler dans le fond de la cellule jusqu'à aller toucher aux déchets, parce que les déchets sont 500 mm plus haut sur la couche de drainage. Et on ne veut pas que le lixivia puisse s'accumuler puis monter à toucher les déchets parce que ça contamine l'eau pour rien, finalement. Fait on doit respecter 30 cm. On doit faire notre calcul de drain, il y a des calculs qu'on fait pour ça. Et on met un nombre de drains assez important pour que l'eau ne s'accumule pas plus que 30 cm. Puis, bon, Valoris, je pense que dans mes calculs, j'arrive à 5 cm. Fait qu'il y a des drains en masse dans le fond de la cellule. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer que si on n'a pas, ici, on est chanceux à Valoris, là, vous voyez sur la coupe là-bas, on a un beau terrain en pente parce qu'il faut que on ait une pente minimum de 2 % vers nos drains. Alors, Valoris, on est dans le deuxième cas ici, que les eaux se drainent vers nos drains. Sur un terrain où la nappe phréatique est haute et que je n'ai pas une pente, je suis obligée de me créer des dents de scie comme ça pour être capable de drainer mes eaux vers les drains. Mais chez Valoris, on est chanceux, on a une pente de plus de 2 % ici, là, vers de gauche à droite. Une fois qu'on a fait notre fond de cellule, qui est imperméable, qu'on a nos drains qui peuvent capter le lixivia, là maintenant, on peut remplir les cellules de déchets. Et on les remplit avec, le règlement dit 30 % de pente dans les talus et le règlement dit 2 % sur le toit. Ici, on le voit sur la coupe. Voyons, mon petit chose, ça marche-tu? Je ne le vois pas. Ah oui, il est là. Bon, il fait qu'ici 30 % sur les talus, puis le règlement dit 2 % sur le toit ici. Nous, avec notre expérience, maintenant, on ne met plus 2 % sur les toits parce qu'avec l'affaissement des déchets, il peut même arriver qu'on se ramasse avec des petits étangs sur-dessus des sites d'enfouissement, ce qui est pas souhaitable. Fait que maintenant, même si ça réduit un peu la quantité de déchets qu'on peut rentrer dans le site, on met des pentes là, minimum de 3 puis idéalement 5 % sur le dessus des LET. Comme ça, on va s'assurer que ça va drainer pour le reste de sa durée de vie. Toute la durée de vie et même après la fermeture. Une autre chose que le règlement n'exige pas, mais que nous, on a fait chez Valoris pour que les ouvrages restent plus beaux dans le temps, que les recouvrements finaux soient plus stables, c'est qu'on a mis des paliers. On a mis à chaque à peu près, ça dépend des à peu près 10 mètres, là, on a mis un palier pour que le recouvrement soit plus stable, qu'on puisse bien drainer les eaux de pluie quand ça va être du gazon qui va être sur le site. Fait que ça, c'est encore un facteur qui enlève un peu de quantité de déchets qu'on peut mettre, mais qui assure que le site reste beau après sa fermeture, là, qu'il y ait moins d'ouvrages d'entretien aussi à faire. L'article du REIMR pour le recouvrement final, c'est l'article 50. Il nous dit ce qu'on doit mettre dans un recouvrement final pour qu'il soit étanche, parce qu'au Québec, la réglementation veut, en fait, on fait cet étanche en dessous, puis cet étanche au-dessus quand on le ferme. Ce que ça fait d'avoir un recouvrement étanche, c'est qu'on ne génère plus de lixivia dans le temps. Après, je ne sais pas combien d'années après la fermeture d'un site, à un moment donné, il y a quasiment plus de lixivia qui est généré. Fait que c'est ça. Ça, c'est notre dessin technique pour l'étude technique qui va être envoyée au ministère. C'est les couches du recouvrement final. Une chose qu'on fait dans les talus aussi, j'ai mis le géocomposite de drainage au besoin, c'est qu'on va sur la membrane pour s'assurer que les sols ne décollent pas, parce que des fois, la pluie pourrait rentrer, arriver sur la membrane puis faire décoller des quantités de sol. Bien, nous, on met un géocomposite de drainage ou des drains dans le recouvrement final pour s'assurer que le drainage se fasse bien, que ça reste beau.
Ça, c'est une construction de recouvrement final que vous voyez sur la photo. Fait qu'ils sont en train d'installer la membrane. Ça aussi, c'est un recouvrement final qui n'est pas tout à fait fini. Là, le gazon n'a pas... j'ai essayé de trouver des plus belles photos, mais bon. Fait qu'on voit ici des accès de nettoyage pour le réseau de gaz qu'on va parler après. Ici, en bas de la photo, ce que vous voyez, ne sont pas encore finis de construire non plus, mais c'est des têtes de puits aussi pour un réseau de captage de puits horizontal qu'on va voir aussi par après. Puis ça, ici, en pierre, c'est des descentes de pierre qu'on met. On dirige les eaux pluviales vers ces descentes-là. Comme ça n'abîme pas tout le recouvrement, parce que sinon, il y a des chemins préférentiels qui se font, puis ça l'enlève la terre, puis c'est pas beau. Fait qu'en faisant ça comme ça, toutes nos eaux s'en vont vers le même endroit. Je pense qu'il y a d'autres photos. Ça, c'est une autre photo de recouvrement final, mais c'est à la limite de la zone en exploitation. Parce que quand une zone est finie d'exploiter à son niveau maximum, la zone à côté est encore en exploitation. Quand elle est pleine, on vient continuer le recouvrement final. Ça, c'est des puits. Ça, c'est justement le palier que je vous parlais. Ça l'aide aussi, ce palier-là, à construire le recouvrement final pendant la construction. Fait que vous voyez les descentes ici. Ici, ça n'a pas été ensemencé encore. Là, vous avez des fossés, il y a des ponceaux, ça se redirige vers un autre descente pluviale vers en bas. Fait que c'est ça que ça a l'air, un talus. C'est similaire, là, ce site-là. C'est un site, là, j'ai choisi des photos de ce site-là parce que c'est un site qui ressemble, Valoris ressemblerait à ce site-là. Le drainage des eaux de ruissellement. Il y a tout un aspect sur le site pour l'agrandissement aussi qu'on a fait pour le drainage des eaux de ruissellement. Ça, non, OK. Bon. Il y a plusieurs choses qu'on a faites pour les eaux pluviales. La première chose, comme je vous expliquais tantôt, c'est qu'on se rend compte qu'on ne veut pas construire une cellule au complet ou qu'on veut la construire au complet, mais qu'on veut réduire la quantité de lixivia qu'on produit. On a construit une berme. On construit une berme dans le milieu de la cellule pour être capable de la séparer en deux. Comme ça, il y a juste la partie qui est en exploitation, où est-ce qu'on met des déchets, qu'on capte les eaux pour les traiter. Toute l'autre partie qui est construite, mais qui n'a pas de déchets dedans, on peut pomper les eaux vers le fossé. On n'a pas besoin de traiter cette eau-là. Fait que ça réduit les eaux contaminées générées par le site. Fait que ça, il y a tout un système là, sur les plans. Là, ceux qui s'intéressent pourront voir. On met une berme, un système de vannes avec des conduites pour être capable de séparer les eaux pluviales des eaux contaminées. Tout aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Ça ici, ce plan-là, c'est sûr, c'est pas évident. Là, il y a beaucoup d'informations. C'est nos plans d'ingénierie. Ça, c'est le site, l'agrandissement au complet avec la zone tampon en gris. Et ça, c'est toutes les courbes de niveau que vous voyez, c'est les courbes du recouvrement final. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air à la fin? Les lignes en vert, c'est tout le réseau de biogaz vertical. Et puis, les lignes en bleu, là, c'est pas évident, c'est tous nos petits fossés qu'il va avoir. Fait qu'il va y avoir des fossés sur chacun des paliers du recouvrement final. Il va y avoir un petit fossé dans le bas de talus. Après ça, il va y avoir un grand fossé périphérique avec des bassins de sédimentation pour recueillir les eaux pluviales pour que les sédiments aient le temps de se déposer dans le fond. Et puis, la sortie va être ici, sur le bord du chemin du Main central, pour se rendre jusqu'au ruisseau Bury, qui est en haut. Alors, c'est ça le plan pour la gestion des eaux pluviales du site. Alors, toutes les eaux pluviales vont s'en aller dans le grand fossé périphérique qui va aller dans les bassins de sédimentation pour les traiter avant de les envoyer au ruisseau Bury. Ici, sur ce dessin-là, vous voyez le bas de talus. Ça, c'est les matières résiduelles, le fond de la cellule ici que vous voyez. On va en reparler, on va la laisser là. Non, on peut aller à l'autre, on va commencer le biogaz. Mais vous voyez ici, qu'est-ce que ça a l'air? Ça, je vous disais, il y a un petit fossé ici en bas de talus, l'eau va descendre. Il y a un puisard, on met des puisards et ensuite un ponceau, puis ça s'en va dans notre gros fossé périphérique qui va aller vers les bassins de sédimentation. Le dernier aspect de la conception dont je voulais vous parler, c'était, on a vu l'imperméabilisation du fond des cellules, l'imperméabilisation du dessus des cellules. On a vu le captage de l'exivia dans le fond des cellules. Maintenant, il reste le captage du biogaz parce que c'est une autre exigence du REIMR, mais c'est une exigence que Valoris est allé au-delà de ce que le REIMR demande, exige. Il y a deux types, je ne sais pas, un petit cours de biogaz rapide. Le biogaz, c'est la dégradation des matières organiques qui sont dans les déchets
par des micro-organismes en absence d'oxygène, parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans les déchets. Et ce gaz-là, qui est généré par la biodégradation, il est composé principalement de méthane puis de dioxyde de carbone. Il y a un peu d'oxygène et il y a le sulfure d'hydrogène qui est celui en petite quantité, mais c'est lui qui sent les œufs pourris, là, qui ne sent pas bon dans les sites d'enfouissement. La quantité de biogaz puis les dispersions atmosphériques vont être discutées par notre collègue Guillaume Nachin lors de la prochaine séance. C'est lui qui a fait l'étude de dispersion. Fait que moi, je vous parle de la conception du réseau qui va capter ces gaz-là. Lui, il va parler de comment les gaz qui restent vont se disperser. Il y a 2 systèmes. Dans le règlement, il y a 2 systèmes d'extraction du biogaz qui est prévu. Il y en a un pour les petits sites d'enfouissement, qui n'est pas le cas de Valoris, que c'est des évents passifs. Il n'y a pas d'aspirateur qui aspire les gaz. C'est juste des espèces de bouches, des bouches d'évent qu'on met sur le dessus du recouvrement pour laisser les gaz sortir. Mais ça, c'est pour des sites qui vont recevoir moins de 1,5 million de mètres cubes. Le site de Valoris, on est à 5,34 millions. Fait que c'est sûr que nous, les évents passifs, c'était pas une option. Dans les systèmes actifs, ça, c'est qu'on met des soufflantes au bout des conduites puis qu'on aspire le biogaz. On crée une pression négative dans la masse de déchets. Comme ça, on attire tout le biogaz vers un système de destruction ou de valorisation. Il y a 2 types de systèmes actifs. Il y a des puits verticaux, comme vous voyez ici, sur le dessin. Ça, c'est une fois qu'on arrive à la hauteur finale des déchets, on va forer des conduites dans les déchets, dans de la pierre. Et puis, ces puits-là, c'est le réseau de puits vertical. On a la tête de puits, là, ça encore là, c'est ceux que ça intéresse, c'est des dessins techniques qu'on a fait. Ça, c'est un système, mais ce système-là peut être mis seulement une fois qu'on a tout rempli les déchets d'une section. Le règlement, ce qu'il prévoit, c'est que, bon, là, je vous l'ai expliqué, celui-là, pour un site de plus d'1 500 000 mètres cubes de déchets ou qui reçoit plus de 50 000 tonnes par année, il faut mettre un système actif. C'est Valoris. Le système actif, il doit, si vous regardez ici l'article 61 du REMR, il doit entrer en fonction, on doit commencer à capter les gaz au plus tard 1 an après le recouvrement final. Ça veut dire, si on met un recouvrement final, on met des puits verticaux, plus tard, 1 an après, il faut qu'on capte les gaz. Ou sinon, au plus tard, 5 ans après qu'on ait commencé à enfouir les matières s'il s'agit d'un lieu qui reçoit 100 000 tonnes et moins. Valoris se trouve dans ça. Donc, il pourrait attendre 5 ans avant de mettre un réseau de captage de biogaz. Mais Valoris a décidé qu'eux, même s'ils recevraient moins de 100 000 tonnes par année, ils voulaient capter leur biogaz le plus rapidement possible. Et ça, c'est avec un système de biogaz horizontal. C'est un système de biogaz de captage qu'on installe au fur et à mesure. On peut aller à l'autre slide, je pense que je vais l'expliquer là. Oui, le réseau de captage horizontal, c'est avant d'atteindre pardon, là, je back up. Si on veut mettre des captages de biogaz avant qu'on ait atteint l'élévation maximale de nos déchets, on ne peut pas mettre des puits verticaux. Parce que les puits verticaux, ils seraient dans les jambes du compacteur, ils se feraient abîmer tout le temps. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met un système de tranchées de pierre dans les déchets avec des conduites perforées. Et puis, on appelle ça un réseau de biogaz horizontal parce que les conduites sont horizontales. On fait une tranchée, ici, vous l'avez sur le dessin. On construit une tranchée, on met de la pierre. Dans le bas, on met un drain et ça, on rejoint ça, on raccorde ça à notre soufflante. Alors, les Valoris, dans la conception qu'on a fait, dès qu'il va y avoir 6 mètres de déchets dans le fond des cellules, là, qu'on a dépassé les espèces de bermes sur les côtés, Valoris va commencer à mettre des puits horizontaux de biogaz. Parce que le grand avantage de ce système-là, c'est que ça permet de réduire toutes les nuisances associées aux odeurs, parce qu'à mesure, quand les déchets commencent à se biodégrader, ils vont tout de suite capter les gaz au lieu d'attendre 5 ans puis qu'il y ait des odeurs pendant 5 ans. Ça, c'est ce que ça a de l'air, là. En tout cas, j'aurais pu avoir des plus belles photos, mais là, j'en trouvais pas de tête de puits. Vous voyez ici là, la conduite, elle sort des déchets. Puis là, ici, là-dedans, il y a une tête de puits. Ça, c'est pendant l'exploitation, justement, du site.
Alors, c'est des conduites qui sont reliées ici à une conduite principale de biogaz qui, elle, est reliée à un aspirateur, à des soufflantes qui vont tirer vers une torchère ou vers un système de valorisation du biogaz. Fait que c'est ça qui va être fait à Valoris. Et en plus, à Valoris, une fois qu'on va arriver au niveau final puis qu'on va installer le recouvrement final étanche, on va quand même installer un système de captage vertical. On va installer des puits verticaux parce que le système horizontal, dans le temps, avec l'affaissement des déchets, il se produit des bas-fonds dans les conduites. Vous la voyez ici? Voyons. OK, ici. Ici, vous voyez une conduite de biogaz horizontale qui s'en va vers une tête de puits horizontale puis qui s'en va vers la conduite principale. Bien, dans le temps, avec l'affaissement des déchets, bien, il peut y avoir des bas-fonds. Quand il y a des bas-fonds, l'eau se ramasse dans les lignes, puis les lignes, ils ne sont plus fonctionnelles. Ça arrive après un certain nombre d'années. C'est pour ça que Valoris aussi vont installer, quand ils vont faire le recouvrement final, un réseau de puits verticaux en plus. Alors, c'est ça. Le réseau vertical, lui, il reste bon à long terme pour toute la durée de vie, le post-fermeture, une fois que le site va être fermé. OK, c'est bon. Ça, c'est ce que ça a de l'air, un puits vertical. Là, c'est tout un site. Ils sont en train de faire un recouvrement final. On voit qu'ils sont en train de mettre la couche. Ils ont foré les puits, ils ont installé les puits, puis là, ils mettent la couche de sable avant de mettre la membrane, etc. Ça, c'est un autre exemple de tête de puits verticale. Ça aussi, c'est un réseau de puits verticaux. Ça, là, tu vois, le recouvrement final est un peu... il y a besoin d'un peu de travail, de réensemencement. Et là, ces biogaz-là, une fois qu'on les extrait du site, il faut les envoyer vers un système de destruction. Le règlement exige qu'on détruise ces biogaz-là. En ce moment, le site de Valoris a une torchère qui brûle les biogaz. Elle a une capacité de 640 mètres cubes par heure. Et puis, sa capacité elle va être suffisante seulement pour le LET actuel. Pour l'agrandissement du site, ça, c'est toutes des photos, hein, les photos de torchères. Pour le biogaz du site, de l'agrandissement, on devrait produire jusqu'à, possiblement, c'est sûr que c'est des prédictions avec des modèles, 2668 mètres cubes à l'heure. Alors, bon, vous pouvez voir que la torchère actuelle, naturellement, elle n'a pas la capacité. Au lieu d'installer une grosse torchère tout de suite au début du projet, nous, on a recommandé à Valoris de se laisser plus de flexibilité que ça. On a installé une petite torchère quand la première cellule va s'ouvrir. Puis à l'ultime, si tous les biogaz étaient brûlés un jour, on pourrait avoir besoin de 4 torchères supplémentaires. On aurait 4 torchères de 800 mètres cubes. Sauf que la raison pourquoi on se dit on va y aller une à la fois, la première raison, c'est qu'une torchère, elle ne peut pas fonctionner à moins de 10-15 % de sa capacité. Fait que si on en installe une de 3000 mètres cubes, ça se peut que les 3 premiers puits horizontaux qu'on branche dessus ne fournissent pas assez de gaz pour qu'elle puisse fonctionner. Fait que c'est le premier problème. Deuxièmement, bon, il n'y a pas de raison d'investir pour une grosse torchère qu'on va avoir besoin en 2075. D'ici là, les technologies, des nouvelles technologies plus performantes, etc., pourraient exister. Alors, ça, c'est une autre raison. L'autre chose, c'est que si on met une grosse torchère, puis finalement, l'enfouissement de la matière organique diminue beaucoup, puis la production de biogaz diminue beaucoup, ça se pourrait qu'elle soit trop grosse pour toute la durée de vie du site, parce qu'on va produire moins de biogaz. Puis l'autre option, c'est que Valoris pourrait développer dans le temps éventuellement des projets de valorisation du biogaz, de produire de l'électricité avec le biogaz, d'utiliser le biogaz pour chauffer les eaux de lixiviation, parce que Dominique va vous parler tantôt que pour les traiter, il faut qu'ils soient chaudes, les eaux. Alors, c'est toutes des possibilités qu'on ne voulait pas enlever à Valoris. C'est pour ça qu'on s'est dit, on y va une petite torchère à la fois, à peu près 15-20 ans. Puis, s'il y en a juste 2 de requises à la fin du projet, bien, tant mieux. C'est parce qu'on aura fait d'autres choses avec le biogaz. Ça, c'est des images d'installation de torchères. C'est des torchères à flamme invisible. Là, on ne voit pas qui détruisent 99,999 % de toutes les COV qu'il y a dedans. Tantôt, je vous ai parlé pour les cellules qui pouvaient couler. Puis je vous ai dit que c'était en construction que c'était le plus important de vérifier ça. Le règlement prévoit tout un volet assurance qualité. C'est les articles 34 à 36 du REIMR qui contiennent les exigences par rapport à ça.
La première chose, c'est que les ouvrages, tous les travaux d'aménagement doivent être conçus par des gens qui sont capables, que c'est leur métier de faire ça. Alors, c'est pour ça qu'on a eu le mandat de Valoris, là, nous, avec notre expérience en matière résiduelle, de concevoir. Là, tous les plans que vous voyez là, c'est la conception de l'agrandissement. Les matériaux puis les travaux de construction doivent être surveillés par un tiers expert. Valoris ne peut pas décider d'engager un entrepreneur puis de ne pas avoir un tiers expert qui vérifie les travaux, que l'entrepreneur fait les travaux selon les règles de l'art, selon les plans et devis, etc. Et suite aux travaux, quand les travaux d'aménagement, mettons, d'une cellule ou du traitement de l'exivia sont terminés, le tiers expert il doit fournir un rapport au ministère pour lui nommer, pour lui dire que tout a été fait selon les plans et devis qui ont été approuvés par le ministère et selon les règles de l'art, selon les normes, parce qu'il n'y a pas juste le REIMR. Quand on construit des projets, il y a de l'électricité, il y a plein d'autres normes qu'il faut qu'on suive. Alors, il faut attester qu'on a suivi toutes les normes, les règles de l'art, les plans et devis, le règlement. Fait que ça fait partie de notre travail aussi. Et il y a un programme d'assurance qualité qu'on a préparé pour Valoris qui doit être présenté avec la demande d'étude d'impact. Et puis, avec l'étude d'impact, ce programme-là va être disponible. On l'a terminé. Ça décrit tout ce qu'on va faire en construction pour s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans les membranes, que les membranes, c'est les bonnes membranes, qui respectent les normes minimales qu'on a mis au devis, etc., que les quantités de sol sont les bonnes, que les drains de l'exivia sont corrects. Fait que c'est tout prévu dans le programme d'assurance qualité, puis je pense qu'ils vont le mettre disponible pour vous sur le site Internet. Alors, c'est tout. Je n'ai même pas utilisé 1 heure.